Ouverture de la séance. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va commencer par les procurations. Madame Dubois, dans de procuration, Madame Thévenin. Jade Morenas qui partira à 19h, 19h15, dans de procuration à Jennifer Ahmed. Monsieur Raphaël Michel, dans de procuration à Pierre-Jean Fossitano. Madame Huguette Saint-Jean, dans de procuration à Madame Janine Favre-Second. Monsieur Baudouin Yannick, dans de procuration à Madame Inierski Sandrine. Et Madame Renée Thomas, qui viendra aussi un petit peu plus tard, dans de procuration à Madame Claudine Boisseau. Alors, présent 18, représenté 5, pour la majorité, opposition 5, représenté 1, 6, donc le quorum 29 est atteint. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Alors d'habitude, la Benjamine, Madame Jade Morenas, mais qui, comme elle doit s'absenter. Alors je propose de désigner comme secrétaire de séance le doyen, qui est Monsieur Michel Campergue. Des observations? Non? Adopté. Michel Campergue, secrétaire. Avant d'entamer l'ordre du jour, je soumets à votre approbation le compte-rendu du Conseil municipal du 8 juin 2021. Des observations? Oui, nous avons quelques observations. Je vous écoute. En page 5, vous indiquiez effectivement, Christelle Pélissier demandait, pouvez-vous nous dire ce que cela représentera en coûts supplémentaires pour les dépenses de fonctionnement pour le budget, sachant que cela n'a pas été prévu au budget? Et vous aviez répondu, cependant, il pense qu'il n'y aura pas d'incidence, mais il répond que cette précision sera apportée au prochain conseil municipal. Cela correspondait au surcoût par rapport au CCAS et du fait des avantages du personnel communal à attribuer en réintégration, page 5. Donc vous deviez effectivement nous apporter une précision à ce prochain conseil par rapport au coût supplémentaire du transfert des personnels de la crèche au niveau de la mairie. Donc on... Oui, j'ai entendu, Madame Thévenin, ce qu'il a dit. J'ai entendu. Très bien, bien, nous apporterons ces précisions aussi. Alors, dans les décisions modificatives, pardon, excusez-moi. Oui, non, juste une précision. Page 29, simplement, vous avez oublié un U à mon nom, juste simplement une petite précision. Ah, pardon hein? Vous avez écorché mon nom, page 29, c'est tout. Ah, il faut voir les rédacteurs, là. Je suis désolé, Monsieur Point. Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Des abstentions? Qui est contre? Très bien. Adopté l'unanimité, merci. Nous allons passer à la première délibération. Le budget primitif 2021, rectification d'une erreur matérielle. Madame Favre, s'il vous plaît. Donc, budget rectification d'une erreur matérielle. Une erreur matérielle s'est glissée dans la délibération 2021-04-020 relative au vote du budget primitif 2021 qui, de fait, ne correspond pas à la maquette budgétaire. La trésorerie nous demande de délibérer pour corriger l'anomalie. Sur la délibération susvisée, il faut lire chapitre 11, charge à caractère général, 1 749 796,96 € et non 1 746 117,26 €.
Chapitre 022, dépenses imprévues, 75 000 € et non 78 079,70 €. Le reste est inchangé. Qu'est-ce que j'ai dit? 679, madame. 679,70. Le reste était inchangé. Des remarques, monsieur le maire? Je vous écoute. Oui, nous faisons souvent des remarques sur vos délibérations. Celles-ci sont C'est normal. et parfois pointilleuses, car vous avez la gestion de l'argent public de la commune et nous serons très vigilants sur ce sujet. Notre intervention lors du dernier conseil municipal était justifiée puisque le trésorier payeur vous demande de régulariser. Nous restons sur le vote contre par rapport au budget, bien que cette délibération, on est obligé de la faire. Très bien. D'autres observations? Non. Donc 5 contre. Adopté. Je vous laisse continuer, madame Favre. Oui. Délibération numéro 2021-09-055, décision modificative du budget. La présente délibération vise à ajuster certains postes de dépenses et de recettes en fonctionnement comme en investissement. Pour les dépenses de fonctionnement, le principal impact émane de la hausse de la masse salariale qui s'explique par 3 facteurs. D'abord, la municipalisation des services liés à la petite enfance à partir du 1er septembre sont désormais versés par la mairie. Cette somme, 300 000 €, vient alourdir la masse salariale communale, mais elle est retirée de la subvention annuelle accordée au CCAS. L'effet budgétaire pour la commune est nul de ce côté-là. En revanche, ce transfert a généré un surcoût, si on peut s'exprimer ainsi, de 50 000 €. Ce surcoût représente l'alignement du régime indemnitaire des agents de la crèche sur le régime indemnitaire des agents de la commune. Le second facteur réside dans les nombreuses absences liées à la crise sanitaire et donc aux nombreux recrutements qu'il a fallu effectuer pour assurer la continuité du service public. À cela s'ajoute le remplacement des agents municipaux placés en ASA depuis le début de la crise sanitaire. Si ces remplacements ne se sont faits que sur une partie de l'année 2020, ils se font en revanche sur la totalité de l'année 2021. Il convient de préciser également que la quotité de temps de travail des agents effectuant ces remplacements a été augmentée pour maintenir la continuité du service public. Enfin, pour le troisième facteur, il s'agit du renforcement de certains services, notamment le service population, état civil, élections, le service police municipal et le service enfance-jeunesse. Pour les recettes de fonctionnement, nous constatons une hausse sensible des recettes liées à la taxe foncière ainsi qu'aux droits de mutation. Par ailleurs, les recettes auparavant perçues par le CCAS pour le fonctionnement de la crèche, subventions et redevances sont désormais encaissées par la municipalité. Enfin, la compensation de l'exonération de la taxe d'habitation est 195 000 € inférieure à ce qui nous avait été communiqué. Cette perte non négligeable n'est que partiellement compensée par la hausse des recettes de taxes foncières émanant de la part départementale. Pour les dépenses d'investissement, nous avons le report d'une partie du programme lié à l'ADAPT, l'annulation d'une dépense pour la fibre à Pagnol, qui sera finalement financée par le budget de fonctionnement, et l'inscription d'une partie des dépenses du projet Gare. Le surplus des recettes d'investissement est alimenté par la subvention DSIL inscrite en totalité, ainsi que par la DETR et la contractualisation avec le département, sans oublier un versement supplémentaire de la section de fonctionnement. En conclusion, il apparaît que les dépenses de la collectivité sont maîtrisées, hormis un dépassement sur les dépenses de personnel. Nous espérons un retour à la normale progressive au fur et à mesure que l'épidémie reculera.
Des mesures seront engagées en parallèle afin qu'un maximum d'agents puissent reprendre le travail et une réflexion sera menée en profondeur afin de trouver des marges de manœuvre au cours des prochaines années. Si la commune est consciente des besoins en personnel au sein des services communaux, il ne faut pas perdre de vue que les dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses de personnel, doivent demeurer à un niveau raisonnable, surtout pour pouvoir financer nos investissements futurs. En ce qui concerne l'investissement, la collectivité a atteint ses objectifs pour 2021, qui était une année incertaine à bien des égards. Le budget voirie a été utilisé en totalité. La rénovation de la mairie annexe, notamment les archives, et la rénovation de la bibliothèque démarreront dans les prochaines semaines. Le bâtiment de la gare a été acquis. Les travaux dans les écoles ont quasiment tous été effectués, notamment la climatisation, et d'autres sont à venir pendant les vacances scolaires. Les importantes subventions perçues démontrent la qualité de nos relations avec les partenaires institutionnels, ainsi que le soutien qu'ils apportent à la commune dans ses projets. Des questions? Des remarques? Oui. Allez-y, vous vouliez dire tout à l'heure, Alors, madame? tout à l'heure, je voulais dire, vous avez dit qu'il y avait 5 votes contre. Non, il y en a 6. C'est 6. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a voté pour la première délibération. Oui. Et vous avez annoncé 5 votes contre, alors qu'on est 6. Ah oui, c'est vrai, exact. Voilà. Exact. Oui, autant pour moi. Voilà. Et tant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Alors, donc nous demandons quel est l'intérêt de basculer le centre multi-accueil, la crèche, le RAM, le LAEP, maintenant. Pourquoi? Pour quelles raisons? Voilà, on se pose la question. Nous regrettons qu'une telle orientation de décision qui était connue dès votre budget du BP, je pense que c'était dans votre programme, et que ces éléments n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du BP. Déjà, le regroupement, vous le savez, c'était en prévision d'agrandir la crèche, de la mettre dans de meilleures conditions. Ils étaient vraiment à saturation. On le voit là déjà. Les travaux d'étanchéité ont commencé. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a de la place pour déplacer les enfants pour l'instant, quoi, hein. Même si on est appelé à partir de là, mais on va y être encore pendant, je pense, quelques années, quoi. Ça, c'était le premier point. D'un autre côté, c'est quand même plus accueillant dans des locaux tout neufs et qui nous appartiennent en plus et qui sont plus adaptés que ne l'était la crèche. Ça, c'est pour le déplacement. Ensuite, l'autre question, c'était? Pourquoi en septembre? Ah, pourquoi on l'a municipalisé? Oui, c'était surtout ça. Pourquoi vous l'avez municipalisé? Je pense qu'on a suffisamment débattu depuis 15 mois sur ce sujet-là. Vous voulez encore revenir Non, mais alors, puisque c'était votre idée, pourquoi oui, vous l'avez pas ça. prévu au BP? Écoutez, il était logique que des employés communaux soient tous logés à la même enseigne, ce qui n'était pas le cas quand ils étaient gérés par le CCAS. Donc il y a eu un transfert qui me paraissait normal et qu'ils bénéficient des avantages qu'avaient les employés communaux. Je ne pense pas que là, il y ait à redire, quoi. C'est un avantage pour le personnel. Vous en convenez quand même, non? Je ne sais pas. Ah bon, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, c'est mon avis. Et je pense que si on leur pose la question, ils sont ravis. Voilà. Puis d'un autre côté, oui, comme dit Eric, c'est notre choix, quoi, hein. Et oui, il va pas contre l'intérêt des gens, quoi, hein. Oui. Je pense que c'est une évidence. Voilà, bon. Donc, encore une? Oui, j'ai quelques questions, mais je pense que ça ne passera pas les 5 minutes, je vous rassure. Nous interrogeons aussi, Madame Favreau-Second l'a précisé, le coût de la crise sanitaire, 200 000 €. Donc c'est bien sur l'exercice 2020-2021, c'est bien ça? Ou c'est que sur 2021? Non. 2020-2021. C'est bien ça? C'est pour les... Que 2021? Que 2021? Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup. Au 31 août. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ensuite... Il y a plus que ça. Mais vous savez, le transfert du personnel de la crèche et 300 000 € sont
au lieu de les donner au CCAS, on les Oui. a... Nous, voilà. Oui, on les a... Donc, il reste effectivement, oui, c'est ça, 195 000 d'excédent, oui. Donc, du coup, ce transfert, plus les recrutements que vous faites, impactent le budget et ont des Attendez, on n'y est pas encore, hein, c'est peut-être dans une autre délibération, ça, je pense. Non, c'est dans la... Non, c'est dans celle-là. Et donc, ça a des incidences sur les ratios. Et la masse salariale, donc, il passe de 4 969 millions... Non, 4 millions, pardon, 969 565 à 5 435 565, ce qui représente à peu près 61% du budget total. Et forcément, le coût de la masse salariale, ça passe à aux environs de 70% par rapport aux recettes. Ce qui est vraiment important, et cela va engendrer des problèmes financiers dans le futur. Donc on est inquiet, il ne nous reste plus que 30% pour les dépenses de fonctionnement sur le chapitre 011, ce qui est à notre avis très peu. Donc pour cette année, c'est sûr, vous comptez sur l'autofinancement dû au remboursement de la taxe foncière de la station d'épuration, de la FCTVA, mais quid de l'avenir? Et nous resterons donc vigilants et attentifs sur ces points-là, parce que 70%, pour nous, ça représente une certaine somme, c'est énorme. Et donc sur ce sujet-là, on sera vigilants. Nous sommes bien conscients de la situation, mais vous devez être consciente vous aussi, madame, et vous, mesdames et messieurs de l'opposition, qu'il y a un fort impact sur ces 195 000 dû à la crise sanitaire. Vous savez très bien le nombre d'heures incalculables qu'il a fallu déployer pour les désinfections. Nous avons eu des élections, nous avons eu des soucis dans les écoles qu'il a fallu fermer, réouvrir, désinfecter. Il a bien fallu recruter ou faire des heures à un nombre très très important de personnes. Il a fallu aussi suppléer aux personnes qui sont absentes, et pour faire tourner la boutique, eh bien, il faut quand même des gens qui soient là. On ne peut pas entasser des dossiers, vous le savez très bien, vous y avez été pendant suffisamment longtemps, quoi. Il y a eu la cyberattaque qui a fait que beaucoup de gens ont fait des heures supplémentaires, beaucoup de gens ont travaillé aussi. On a échappé. J'ai refusé de payer l'amende de 500 000 € et la rançon, pardon. Pardon. Voilà, je pense qu'on s'en tire très bien. D'ailleurs, à ce propos, je ferai une petite parenthèse, puisqu'on parle finance, que si c'était arrivé avant notre arrivée, ça aurait été une véritable catastrophe, parce qu'on est à près de 140 000 € quand même, pris en charge par l'assurance, une petite part très faible pour nous, alors que cette assurance cyberattaque ne figurait pas à la mairie. Donc heureusement que nous avons été vigilants et qu'au mois d'octobre-novembre, au moment de renouvellement des marchés, on s'en est aperçu, et quand j'ai vu passer la feuille, j'ai insisté pour que très rapidement on règle ça, avec effet au 1er janvier. Imaginez, c'était arrivé le 6 avril. Si c'était arrivé le 30 décembre, bonjour le dégât, quoi. Voilà, donc je pense que de ce côté, rassurez-vous, on est quand même vigilants et on veille au grain. Très bien, bon, on va passer maintenant au vote. J'ai pas fini mes questions. Ah, encore? Oui. Mais c'est plus 5, c'est 10. Non, Allez-y. Vous parlez de vol de benne, c'est toujours... Vous n'avez pas eu de nouveaux vols, c'est toujours les Non. anciennes? Non, c'est les anciennes qui nous ont été remboursées. Alors, on a une question aussi sur l'augmentation du chapitre fêtes et cérémonies. Vous parlez d'augmentation de 2150. Je pense que vous faites peut-être référence à la fête médiévale, peut-être, Oui, parce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, il y a eu un surcoût par rapport à la fête médiévale. Donc il y a une augmentation de 2150 €. Mais par contre, de l'autre côté, nous ne voyons pas les recettes de ce week-end. Et donc, est-ce que c'est bien la mairie qui a encaissé les 3 € par personne ou une autre association? Non, il n'y a pas de dépassement de budget au niveau des médiévales. C'était une très grande manifestation qui a rencontré un énorme succès. Et puis donc il a fallu prendre en charge, nous, mairie, une très grande partie, puisque depuis que nous ne pouvions offrir de festivités aux Moriérois, il était quand même temps de profiter de cette opportunité nouvelle en plus, quoi, hein. On ne peut pas dire que c'est un dépassement de budget, c'est un budget. Vous savez qu'on n'a pas pu engager de budget pour d'autres manifestations en dehors des bricoles qui ont été faites. Voilà. Donc c'est resté modeste et rassurez-vous, ça n'a pas amputé les finances de la ville. Non, mais c'est surtout pour les recettes.
Oui. Si je me permets d'intervenir, les 2150 €, d'accord, vous savez qu'à l'entrée, si vous étiez venu, vous auriez pu être contrôlé par un pass sanitaire qui n'était pas prévu. On a été averti par la préfecture au dernier moment qu'il fallait mettre en place le contrôle du pass sanitaire. On ne pouvait pas le faire, nous, d'accord, ou la société, enfin, les médiévistes qui étaient présents ne voulaient pas rencontrer de problème, donc on a fait appel à une société extérieure pour le faire. Ça s'est très bien passé. Oui. Non, mais c'est pas ma question, bon, que ça a augmenté, je suppose, c'est normal parce que voilà, vous dites pas ça au pass sanitaire. Mais notre question, c'est surtout où sont passées les recettes. Est-ce que c'est l'association qui était en place ou c'est la mairie qui a encaissé les 3 € de cette journée? Monsieur Duval. Alors, je suis à l'origine de cette fête médiévale, de cette manifestation. Et le fait que je sois adjoint, je ne voulais pas, engager moi-même des troupes ou des associations médiévales. Donc, j'ai mandaté une association qui organise des fêtes médiévales, qui s'appelle, pardonnez-moi du nom, la Guilde de la Grenouille. C'est son nom. Et cette association, c'est elle qui a géré tous les coûts de la fête médiévale, y compris les contrats, parce qu'il y a des contrats de défraiement avec les troupes qui ont animé cette fête. Et elle a pris tous les risques. Et par contre, elle prenait également le risque de perdre de l'argent si ça se passait mal, si on avait peu de fréquentation, justement à cause du pass sanitaire ou parce qu'il aurait pu faire mauvais. Bon, il se trouve qu'il a fait beau. Le pass sanitaire n'a pas trop gêné la fréquentation et les entrées, l'association organisatrice a donc encaissé ses entrées au titre d'un bénéfice, tout simplement. Donc là-dessus, on a été clair avec eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Oui. Oui, par rapport au droit de mutation, donc qui assure l'équilibre de la décision modificative, s'agit-il des recettes réelles ou des hypothèses? Parce que normalement, la DGFiP, elle ne communique pas d'état de reversement et donc ne peut pas lier les ventes de début d'année avec un versement effectif. Donc, Ce sont les recettes réelles. Non, Réelles. réelles. Elles avaient été au minimum, on les avait prévues au minimum au budget primitif, parce qu'on ne connaissait pas du tout l'impact de la crise sur les ventes. Et là, il s'agit de chiffres réels. D'accord, ok, merci. Alors, dans les dernières questions, c'est au niveau des investissements maintenant. Vous prévoyez donc 200 000 € pour l'aménagement de la gare. Lors du DOB, vous aviez prévu l'achat de la gare et nous avions demandé le coût des travaux pour l'aménagement et nous n'avions pas eu de réponse concrète. Là encore, nous n'avons pas de budget précis sur cet aménagement et donc vous annoncez une somme globale sans précision. Les Morérois ont le droit de savoir le budget. J'espère qu'il sera présenté dans une délibération assez rapidement. Exact. On attend les tout derniers, puisqu'on est propriétaire que depuis vendredi en 15. Et les plans de la partie qui nous incombe police sont déjà faits dans l'architecte. Par contre, il reste à revendre la partie foncière pour les professionnels de santé. Ça, c'est déjà une opération. Ensuite, les chiffres qui sont annoncés au niveau... on n'a pas les devis des aménagements des abords de la gare. Vous savez qu'on va refaire Verdun, puis ce qu'il y a devant... comment s'appelle la petite rue Camille Thévenin. Estévenin, pardon. Voilà, ça, enfouir l'éclairage, etc., tout refaire. On ne pouvait pas le faire vu que la SNCF nous a retardé, c'est pratiquement une année, on a traîné avec ça. Donc les coûts augmentent, on n'allait pas à chaque fois faire une proposition qui était retoquée. Voilà. Je pense qu'on pourra vous donner des chiffres définitifs au dernier conseil municipal de novembre. Mais ils sont très approximatifs de ce que nous avons donné. Il n'y aura pas de gros bouleversements. Il ne faut pas s'attendre à de gros pourcentages de différence, en plus ou en moins. C'est bon, allez, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Donc 6 contre. La délibération est adoptée. Merci.
Madame Favre, délibération 57. 56. Admission en non-valeur de titres irrécouvrables, budget principal. La trésorerie d'Avignon a transmis à la commune. En fait, je vous l'avais déjà donné. La trésorerie d'Avignon, excusez-moi, a transmis à la commune le 23 juillet 2021 2 listes de titres irrécouvrables aux fins de délibération du conseil municipal sur l'admission des cotes en non-valeur et émission du mandat correspondant. Donc la liste 51 93 68 07 33 pour le motif montant inférieur au seuil de poursuite. Donc le seuil de poursuite est de 30 €. Le montant total est de 555,11 €. La liste 51 96 48 07 33 pour le motif combinaison d'actes infructueuses, 463,67 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis par la commune constituant des produits irrécouvrables selon les 2 listes annexées à la présente, établies par M. Daniel Leroy, trésorier. Des remarques? Oui, j'ai une petite remarque. Alors, par respect de l'anonymat des familles, nous demandons de ne pas communiquer leur nom sur le vidéoprojecteur. Donc, je vois que ça Non, n'a non, pas été fait, il voilà, n'y a c'est pas bien. de problème. Parce que les noms, Ce n'est pas prévu. que les noms apparaissent lors de la transmission au trésorier payeur, c'est normal. Là, ça nous semblait, voilà, on a eu peur que ça soit sur le vidéoprojecteur. Nous nous posions la question à savoir comment vous, élus de la commune Montmarière, traitez politiquement les familles. En date du 6 octobre 2020, vous avez présenté et voté une délibération sur des situations d'impayés au guichet unique. Je vous rappelle le contenu. C'était après une année de fonctionnement, environ 20% des familles ne réservent pas et sont en situation d'impayés. Vous avez mis en place le blocage de leurs comptes. Il y avait 2 choix à ce comportement, soit c'était de la démagogie, soit c'était pas les bons chiffres. Parce que vous pourrez en déduire qu'il nous semble que le chiffre que vous annoncez là, 555,11 plus 463,67, cela fait 1018,78 pour de 2017 à 2020. Donc pour l'année 2021, vous avez 62 000 € pour les recettes du centre, non ça c'est pas ça, si, pour les centres de loisirs et 250 000 € pour l'éducation et le périscolaire, ce que vous aviez prévu dans le budget. Alors que là, 1 000 € sur 4 ans, on est bien loin des 20%, et même si on rajoute les chiffres de la délibération qui va suivre. Donc, voilà, on se pose la question que je vous ai posée au départ. Et ensuite, il y a une question technique, c'est que dans le document joint, il manque l'information sur le total des sommes restantes à recouvrer qui se retrouvent à la page 45, qui n'a pas été communiquée. Ça concerne l'exercice 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, donc c'est aux dernières dates. Oui, donc vous nous confirmez bien qu'au niveau des impayés, il n'y a que 1 000 € pour toute la commune sur les 4 dernières années. C'est bien ça? Non, mais ce n'est pas que des impayés, c'est uniquement les valeurs non à recouvrer. recouvrables. Oui. Qui n'ont pas été Ce recouvrés sont des au titres final. qui ont été émis qui ne seront jamais recouvrés. Ils ne sont On est jamais bien d'accord. recouvrés. Voilà. Mais on est loin, effectivement, du Mais pourcentage ça n'empêche annoncé. pas que la dette est plus importante, Oui, mais les autres, le dû est plus important. La Seulement, totalité est plus ceux-ci importante. sont... les autres sont recouvrés. Admettez néanmoins que 1 000 € d'impayés pour les 4 dernières années, ça représente très peu, et que ce qui avait été annoncé en disant qu'il y avait 20% des familles qui étaient en situation effectivement de non-paiement, pour 1 000 € d'impayés sur 4 ans, admettez que c'est quand même très peu. C'est pas 1 000 € d'impayés, monsieur C'est pas Point. 1 000 € D'impayés de non recouvrés. Ou je me suis mal exprimé, vous m'entendez mal. Non, J'ai dit que les 1 000 € ne seront jamais recouvrés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nettement au-dessus de ça. Il y a des gens qui ont du retard et c'est à recouvrir. Ça, ce sont des gens où le Trésor jette l'éponge et ne pourra jamais recouvrir. Oui, c'est c'est- perte et profit exceptionnel. Il ne faut pas oublier que mon prédécesseur ne s'est jamais privé d'effacer. Donc à tel point qu'il a été obligé de faire des modifications. Ah si, non, dites pas. Je venais pas souvent au conseil municipal, je On en les a fait suivais comme ça. a posteriori, mais là j'étais là une fois et j'ai vu que
l'éponge a fonctionné, quoi. Hein. Ben, apportez-nous la preuve la prochaine Ah, fois. mais c'est oui, le ben, je vais municipal, essayer de la retrouver. Parce que nous, on faisait aussi pareil, des mêmes délibérations à nos malheurs. Eh ben, je vais essayer de la retrouver. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui ne sera jamais recouvert. Voilà. Je peux me permettre d'intervenir? Oui. Je m'attendais à votre question, Madame Thévenin. C'est bizarre, hein? Alors, je vais vous répondre très Vous avez préparé, c'est bien. Voilà. Non, mais je m'y attendais, donc c'est pour ça que j'avais préparé ce que je vais vous dire. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les dettes qui n'avaient pas été réglées de 2017, 2018, 2019, d'accord, ont été réglées en 2020, d'accord, suite à la délibération que nous avions donnée. Je vais vous donner juste un pourcentage sur les sommes recouvrées entre les différentes années, ce qui avait été recouvert. Donc en 2020, 97% ont été recouvrés. En 2021, on en est à 99,47% des sommes qui ont été recouvrées. Autre différence, vous avez des familles qui, au départ, sans cette délibération qui a été prise au mois d'octobre, d'accord, continuaient de ne pas payer la cantine, par exemple, d'accord, et qui maintenant, en discussion avec le Trésor public, sont allés voir avec le Trésor public pour échelonner leurs dettes, d'accord. On avait des grandes familles avec des sommes assez importantes qui, justement, ont commencé à rembourser depuis le mois de mai de cette année, d'accord, et tout doucement, qui reviennent à zéro. Donc, je trouve que la délibération qui avait été prise au mois d'octobre allait dans le bon sens pour récupérer ce qui était dû à la commune. Il n'est pas normal que des gens qui font bénéficier à leurs enfants de la cantine, d'accord, et je trouve ça malheureux pour les enfants, de leur supprimer la cantine, mais ils sont quand même à la cantine parce que j'ai eu des altercations avec certains parents, d'accord, en me disant tout simplement, mais vous savez très bien, vous ne pouvez pas refuser nos enfants à la cantine, ils viendront à la cantine. Donc, bien entendu qu'ils viendront. On n'est pas dans la commune de Bordeaux où on va refuser les enfants et les reporter chez eux, comme vous l'avez bien dit dans la presse par l'intermédiaire du cap à gauche de M. Giemot, qu'on allait les amener à la police municipale, d'accord. Je voulais faire réagir, je dirais un peu, les gens qui devaient de l'argent, d'accord, à la communauté pour que, petit à petit, ça revienne dans le droit chemin. Et j'estime que le pourcentage qui est de 99,47 va dans ce sens-là. Oh, j'ai jamais dit que tout est parfait, hein, parce qu'il y a quand même certains parents qui ne règlent pas toujours la cantine, hein, je vous rassure, c'est toujours les mêmes familles. Hein. Comment, avec le prépaiement, comment les familles ne peuvent pas régler? Mais madame, vous savez comment ça se passe. Et surtout que ça Vous êtes allé à plusieurs reprises au guichet unique, hein, d'accord, ou comme à la restauration, d'accord. Entre le nombre de personnes qui réservent au guichet unique et le nombre d'enfants présents à la cantine, d'accord, il y a des différences. Je m'en suis expliqué en conseil d'école avec les différentes associations de parents d'élèves, d'accord. Il peut y avoir des différences de 20 à 30 personnes par service. De 20 à 30 personnes par service. Des gens qui ne réservent pas, d'accord. Après, des gens qui oublient de réserver. Ça arrive aussi hein, à tout le monde. Hein. Je crois que Mme Pellissier avait oublié de réserver un certain moment, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, ouais, oui, quand même. voilà. Mais donc, les personnes, c'est un peu... non, mais Il est taquin. Ben, comme vous me taquinez, je peux vous taquiner de temps en temps. C'est gentil. Il n'y a rien de méchant dans ce que je vous dis, hein, je vous rassure. Hein. Ah, mais c'est ce que je vous dis, ça arrive à tout le monde. Mais il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va dans le bon sens. Après, je suis bien d'accord avec vous que cette décision n'a pas été facile à prendre. Hein, d'abord, parce qu'il faut voir ce que j'ai eu. Enfin, ma femme pourrait être là pour des mots dans la boîte aux lettres, des insultes dans la boîte aux lettres. Je peux vous dire que j'en ai eu. Hein, je vous rassure. Mais je suis resté droit dans mes baskets. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, mais bon... Très bien, en résumé, si vous voulez, il y a quand même une amélioration dans les retards de paiement. Petit à petit, les choses sont en train de se rétablir, on n'arrive plus à des sommes astronomiques, quoi, hein. C'est quand même un bien, on tient bien compte qu'il y a des gens avec des difficultés. Le CCAS est là pour répondre aux gens qui sont vraiment... Mais bon, il y a des récalcitrants et il y en a qui disparaissent. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas recouvrir. Mais bon, si ça se limite à 1 000 €, j'estime qu'on a bien limité la casse quand même, quoi, hein. Il y a quand même une évolution dans ce domaine-là. Voilà, bon, ben, si on va quand même passer, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on ne dort pas là. Hein. Les sommes, sur la page 45, les sommes qui restent à recouvrer, c'est zéro.
puisque ça y est pas. Non. Non, eh ben, il faut l'indiquer. C'est un défaut du document. Techniquement, il faut qu'il soit indiqué. S'il faut qu'il soit indiqué dans les documents, je vais voir, mais c'est le trésorier qui a le document, c'est pas nous. C'est le Nous, trésorier quand on passe- c'est le trésorier qui émet le document. On se contente de le repasser. C'est pas nous. Hein. Après, là, c'est difficile d'aller sur place enquérir de ça, quoi. Quand vous donnez tout ce qui est impayé au niveau de la mairie, vous le transférez au trésorier, d'accord? Si vous ne demandez pas un rapport de ce qui a été payé, d'accord, vous ne l'avez jamais. Hein. Pour l'avoir aujourd'hui à ce soir, la demande a été faite il y a 15 jours, 3 semaines quand même. Et on l'a reçue, écoutez-moi bien, ce matin. Je pense que pour un bon suivi, puisque ça vous tient à cœur des impayés, je pense que les sommes restantes à recouvrer, vous devez les demander, ça va de soi. Et Mais c'est ce que j'ai elles sont demandées. Mais elles sont demandées. Elles sont demandées. Non, mais au trésorier payeur, combien il reste à recouvrer? Combien il y a d'impayés? Combien de personnes parce que l'année prochaine, on aura peut-être encore une délibération sur le non-valeur, mais on aimerait en avoir un état. On en a tout le temps des... Mais on en a tout le Oui, temps. mais justement, Excusez-moi, demandez combien pour il reste. avoir été sur les différents mandats dans lesquels vous officiez... Ça vous... Mais, non, ça me gêne absolument pas. Non, mais ça vous... Interpelle pas. Reprenez-vous. Ça ne vous interpelle pas. Non, ça ne vous pose pas de question de Bah savoir oui, interpeller, combien il qu'est-ce que reste ça veut dire? un impayé. Alors, je vais vous dire, madame, je vous montrerai le document, pas maintenant, mais si vous voulez, demain, vous pouvez venir, je vous le montre. Vous recevez un état des sommes dues. Là-dedans, vous avez toute une tartine avec des sommes qui n'ont rien à voir avec la cantine ou le périscolaire. Parce que vous avez aussi Enedis qui n'a pas payé sa quote-part. 25-30 000. Vous avez, par exemple, un aménageur aux Pierres Blanches qui s'est pris une amende de 25 000, qui conteste, mais qui va quand même payer puisqu'on a trouvé un accord. Donc ça fait déjà 75 et 25, presque près de 100. Si on vous donne ça, c'est mélangé avec Monsieur X qui doit tant 30 €, Madame Y qui doit 14,25 €. Donc il faut qu'on fasse un tri. Vous recevez un état qui fait 1 kilomètre, et là-dedans vous devez faire un tri. Mais vous avez une somme globale de ce qui reste à venir. Là-dedans, il y aura forcément un peu de perte, mais si ça se limite, comme ce que nous avons, nous, extrait, à savoir non recouvrables à 1 000 €, ben, donc ce soir, je vais quand même dormir un peu tranquille, quoi, hein, parce que Enedis va payer, MLA va payer, et les autres vont payer, quoi, hein. Voilà, plus des amendes à des gens qui ont fait des constructions illicites et des choses comme ça. Donc ça, on sera payé pour ça. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, on l'a reçu ce matin. Il y a 2 pages à 3. On a trié l'essentiel, on s'est rendu compte, on a regardé les grosses sommes, quoi. Les grosses sommes, on les écarte parce que je ne comprends pas pourquoi elles sont là. Mais on a demandé un état, ils nous ont donné un état au bout de... Oui. Mais On arrête après. Je peux vous les donner pour 2020 et 2021, ce qui reste à payer dû au guichet unique, d'accord, à aujourd'hui. Sur 2020, il reste 2 812,65 €, d'accord. Et sur 2021, entre le 1er janvier et le 27 septembre, il reste 4 039,19 €. Ça, c'est des sommes à recouvrir, quoi, hein, Sur sur ce qui des concerne- dates relativement récentes, quoi, hein. Ce qui concerne le guichet unique. Hein. Voilà, ça donne une idée quand même. On n'est plus sur des sommes, les mesures qui ont été prises, et en partie par mon prédécesseur, et ce que nous avons fait, nous, tente à améliorer. On arrive à avoir des gros chiffres dans les 90 et quelques de recouvrement. Donc c'est quand même bien, on n'est plus dans le... Voilà, c'est plus open bar, quoi. Bon, cette fois-ci, nous passons au vote. Des abstentions? Contre? Je vous remercie. Unanimité. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. La 57, Madame Fabre. 57. Admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Donc, la trésorerie d'Avignon a transmis un état de produits communaux à présenter au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune.
En vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au trésorier et à lui seul de procéder sous le contrôle de l'État aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Il s'agit de créances communales pour lesquelles le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. Le montant total des titres à admettre en non-valeur de l'exercice 2017 s'élève à 529,60 €. La liste est jointe à la présente délibération. Il s'agit d'un surendettement. Monsieur le maire. Des observations? On passe au vote. Des abstentions? Des contre? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, la 58, Madame Favre. 58, suppression d'une partie de l'exonération sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Comme c'est indiqué dans la délibération, la législation à ce sujet a changé plusieurs fois au cours des dernières années. Aujourd'hui, en cas de non-délibération par la commune, une exonération totale s'appliquera sur la taxe foncière sur le bâti au cours des 2 premières années suivant l'acquisition d'un bien. Aussi, il est proposé aujourd'hui une exonération à hauteur de 40%, ce qui constitue l'exonération minimale qu'une commune peut accorder. L'exonération va de 40 à 90%. Ce qui signifie que les nouveaux propriétaires ne paieront que 60% de leur taxe foncière pendant les 2 ans qui suivent l'acquisition. Des remarques ? Il est dommage que la délibération ne précise pas le montant des produits supplémentaires générés en 2020 par ce dispositif afin qu'on puisse évaluer la pertinence de le reconduire, ni même le taux de transition de 2021 pour savoir s'il est proche du taux voté, soit 40%. Quel a été le montant des produits supplémentaires ? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas en calcul, moi, je ne peux pas vous le donner, mais Je n'ai pas les chiffres. on le précisera la prochaine. Si vous voulez, on le note pour ça. Oui. Ah, je ne l'ai pas dit. Cette exonération s'appliquera à partir du 1er janvier 2022. Très bien, on passe au vote. Les abstentions, les contre, l'unanimité, je vous remercie. Délibération 59, Madame Favre. Remboursement de l'achat de masques par le Grand Avignon. Au printemps 2020, le Grand Avignon avait acheté des masques pour le compte des communes membres de l'agglomération. Il était alors entendu que les communes devraient ensuite rembourser le Grand Avignon. Aujourd'hui, le Grand Avignon a été remboursé de cette acquisition à hauteur de 50% à la suite des dispositifs mis en place par l'État. La commune de Montréal-les-Avignon doit donc s'acquitter des 50% restants, soit une somme de 6 645 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le remboursement de cette somme au Grand Avignon. On en a parlé hier au Grand Avignon, pour ceux qui ont suivi. Ils étaient en cours ils ont budgété ce recouvrement, quoi. Donc là, je pense que c'était prévu. Des observations? Le chiffre que vous avez annoncé, ce n'est pas le même, non? C'est pas le bon? Il y a une différence. Nous, on a 6 465 6 465. et vous avez dit 6 640. Ah, il y a une erreur dans la frappe. 6 465,22. Mieux. C'est ça? Oui, c'est ça. Parce que celui-là, on l'a regardé ce matin à plusieurs reprises, quoi, savoir si on remboursait bien ce qu'on leur devait, quoi. Hein. Voilà, vu mon intervention d'hier, qu'ils ont le chéquier facile en ce moment avec Avignon, donc au moins on rembourse que ce qu'on leur doit. Voilà, des observations? Donc il faut savoir que la commune a acheté 11 000 masques. 6 000 € pour 2 000 masques, c'est plus cher aux Alpes. Très bien, unanimité, je vous remercie. Alors on passe à la délibération 60. Madame Favre, qui est à la tâche, à la peine aujourd'hui.
Participation au 103e Congrès des maires de France du 16 au 18 novembre 2021. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le 103e Congrès des maires de France se déroulera du 16 au 18 novembre 2021 à Paris. Il est demandé aux conseillers municipaux de se prononcer sur la participation des élus de Maurienne-les-Avignon qui seraient intéressés à assister à ce congrès. Monsieur le maire et monsieur De Valkener, premier adjoint, se rendront à ce congrès. Il est précisé que la collectivité prendra en charge les frais d'inscription, de déplacement, de restauration et d'hébergement à hauteur des frais réels et sur présentation des factures qui auront été acquittées par les participants de la ville. Juste une petite observation, on aurait apprécié que ça soit proposé aux membres de l'opposition. Alors, j'y ai pensé. Mais j'y ai pensé parce que j'ai vu que mon premier adjoint, on a bénéficié. Et j'étais là le jour où ça s'était traité. À ce propos, voilà ce que j'ai pensé. Donc, je vais vous l'expliquer. Même si vous n'auriez pas posé la question, je vous l'aurais dit parce que vous avez parfaitement raison. Au moins leur demander si quelqu'un était intéressé. C'est la première année que j'irai moi. Et nous avons une école, vous le savez, à construire. Donc il était très important que l'adjoint à l'éducation vienne avec moi pour se rendre compte, moi pour découvrir, et lui principalement prendre des contacts pour tout ce qui aura trait à ce nouveau groupe scolaire. Comme c'est la première année. Mais je prends l'engagement ici que tous les ans, on vous proposera, si quelqu'un veut venir, ce sera avec plaisir. Autrement dit, il reste 5 années. Faites vos choix. Voilà. Des abstentions, contre? Non, unanimité. Ah. Une abstention, non? Non, d'accord. Je vous remercie. Délibération 61, Monsieur Jousselin. Oui, bonjour. Donc, nous allons délibérer sur la désaffection et déclassement de 2 emprises de terrain situées sur l'ancien parvis de la gare. Donc, comme nous l'avions déjà annoncé, la commune a un projet autour de l'ancienne gare. D'une part, le bâtiment sera rénové et étendu afin d'y installer le nouveau poste de police municipale. Il convient de déclasser cette emprise afin de réaliser les travaux nécessaires. D'autre part, un bâtiment qui habitera des professions médicales et paramédicales verra le jour sur la partie nord du parvis. Il convient donc de déclasser cette emprise pour ensuite la céder aux porteurs de projet. Cette emprise correspond à celle du futur bâtiment agrégé des places de stationnement. Je précise que la capacité de stationnement public ne sera pas impactée par le projet, leur nombre devant rester le même qu'aujourd'hui. Cette délibération marque donc une nouvelle étape vers la réalisation de ce projet ambitieux qui permettra de rénover cette partie du centre-ville et d'étoffer l'offre de services publics et de services médicaux aux Moriérois. Nous vous demandons donc de bien vouloir l'approuver. Des questions ? Oui, vous nous demandez donc d'approuver le déclassement d'une surface de plus de 2713 mètres carrés du domaine public communal situé proche du centre-ville, pour les intégrer dans le domaine privé communal. Cette demande s'inscrit dans un projet plus vaste de réaménagement du secteur gare. Quel est l'APS avec le budget descriptif, le montant des travaux, le montant du financement, le montant des aides et subventions demandées? Vous indiquez qu'une surface d'environ 630 mètres carrés sera cédée à un prix qui n'est pas encore connu, majoré de frais pas encore connus, à un groupement d'acquéreurs pas encore connu. Nous vous demandons de nous présenter un projet complet, chiffré. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la première étape de votre projet sans en connaître tous les contours. Comme vous l'a signalé tout à l'heure, monsieur le maire, le projet gare fera l'objet d'une délibération, je pense, fin décembre, monsieur le maire. Je pense que même pour novembre, là, ce sera un peu prématuré en ce sens-là. C'est-à-dire que, de quoi s'agit-il là? Il s'agit du parking actuel
qui est public. Vous savez qu'il a été délimité par des pierres pour pas que les gens aillent au fond. C'est simplement ça. Ça restera public, c'est-à-dire en rentrant, tout ce qu'il y a là et qui est délimité. C'est simplement ça qu'il faut dissocier du reste. Ensuite, il y a la partie, on a acquis la totalité, mais la partie que la ville va garder, c'est la partie où il y aura le bureau de police. On est obligé de céder 2 emplacements à la SNCF sur notre part pour des véhicules éventuels d'intervention. Un passage accès mais nous avons les plans. Je pense que vous avez dû trouver ces documents là dans la délibération. Il y a effectivement les plans avec les parcelles, mais si vous voulez, vous nous demandez effectivement d'intervenir ou de donner un accord sur une cession d'un terrain alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du projet. Donc c'est compliqué effectivement de donner un quitus sur effectivement une cession de 630 mètres carrés de terrain alors qu'on ne connaît pas entre guillemets l'ensemble du projet. C'est simplement ça en fait qu'on veut simplement vous dire. On serait tout à fait d'accord, effectivement peut-être, si vous nous présentiez l'intégralité du projet, mais pour l'instant, on n'a aucun chiffre. Et pour prendre une décision sans avoir les chiffres, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est compliqué de se positionner quand on n'a pas les chiffres. Toutes les sessions passent par un conseil municipal. C'est simplement, on vous demande sur le principe, nous allons détacher une partie qui restera parking public, une autre partie qui sera cédée à des professionnels de santé et la partie que nous conserverons. Aujourd'hui, on n'a pas le prix, oui, si vous voulez, de cession. Oui, mais donc c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire vous demandez l'accord de céder une partie d'un terrain qui appartient à la commune à un prix qui n'est pas connu. On parle d'un déclassement de cette partie de parking. Enfin, le dissocier du reste des parties actives, c'est-à-dire la police municipale avec son parking et les professionnels de santé avec leur parking que nous allons vendre. Et on est en train de parler de dissocier de ce foncier-là la partie qui va rester, qui est à l'entrée, qui va devenir un parking. On ne vous parle pas de valider la vente, la cession. On veut simplement dissocier, encore une fois, et je ne vais pas le répéter 40 fois, ça me paraît évident, cette partie parking qui doit rester là. Elle ne va pas faire partie de la zone de travaux, si vous voulez. Si, elle sera goudronnée, elle sera tracée, il y aura des emplacements. Mais cette partie-là n'est pas ni à la police, ni aux professionnels de santé. C'est le schéma que vous avez là, qui est, quand vous rentrez aujourd'hui sur ce parking, toute la partie qui est délimitée par les pierres. Monsieur Giamot. Il y a environ 6 ans, la région a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour l'aménagement du quartier de la Gare. Vous le savez, monsieur le maire. Cet AMI a été lancé par la région en annonçant également le projet de la gare de Montfavet. Dans le même temps, la région s'est engagée financièrement dans cet AMI. Cette question pourrait être développée plus longuement, parce qu'y compris quand on parle beaucoup de renouveler le centre de Morières, c'était une occasion importante. Ce projet doit être encore d'actualité. Ça doit être possible. Et même sa place dans l'urgence politique de modifier les modes de déplacement en privilégiant fortement le transport ferroviaire de proximité. Si on avait ce quartier de la gare, près de la gare, je veux dire, on pouvait aussi profiter des déplacements doux. Donc ma question est, monsieur le maire, ce projet présenté aujourd'hui entre-t-il dans l'AMI ? J'ai du mal à vous comprendre, monsieur Giamot, parce que la gare va continuer à fonctionner, la SNCF est ravie de ça, toutes les dispositions sont prises pour qu'elle fonctionne telle qu'elle est et dans de meilleures conditions. Vous connaissez l'état de dislocation de cette gare aujourd'hui. Ils n'ont pas envie, eux, d'investir un centime. La région ne s'est pas prononcée, personne ne s'est prononcé. Et nous, c'était notre volonté politique de réhabiliter tout ce quartier-là
et de profiter pour installer dignement notre police municipale que nous souhaitons augmenter pendant cette mandature. Je ne vois pas en quoi. Ça n'empêchera pas l'arrêt de bus, ça reste multimodal, même un taxi, je ne comprends pas. J'ai rien contre le projet, là. Là, j'essaye de réfléchir par rapport à ce qui s'était passé. Je peux me permettre de vous couper, M. Gémeaux. Oui. La région, d'accord, a donné 22 000 euros via le CRE, d'accord. Un dossier a été monté pour le FRAP. On attend la réponse pour le dossier. D'accord, non, mais là, vous me parlez financier. Oui. Oui, c'est vous dire le désintéressement de la région pour récupérer cette gare et la réhabiliter. D'un projet qui avait été élaboré il y a 6 ans. Ce projet indiquait qu'on renouvelait le centre de la gare de Morières, le centre de Morières à travers la gare. C'est ce qui s'est passé à Montfavet, où vous voyez qu'à côté de la gare, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est créé. Je vous demande si ce projet, que je ne critique pas, que vous proposez, s'il rentre dans ce cadre-là. Ben oui, dans ce cas-là, oui. Vous savez qu'il existe un projet qui s'appelle République. Vous savez que c'est l'EPF qui aujourd'hui est propriétaire, qui a fait des acquisitions. Et donc, en gros, le centre-ville va un petit peu se déplacer vers cette zone-là, quoi. Est-ce que ça répond à votre question ? À terme, les gens qui habiteront dans le secteur auront des moyens de déplacement, le bus, un taxi, le train, les mêmes moyens de transport sont protégés. Je veux dire, Non, mais la population du centre augmentera à terme. Elle augmentera. Le projet République sortira, pas forcément dans le cadre du nombre de logements qui était prévu, parce que chaque fois que nous intervenons, on les réduit, nous. Mais bon, on n'échappera pas. Non, mais je ne critique pas ce que vous... Bon, c'est pas mon problème. Mon problème, on est dans la continuité, je ne comprends pas. Il y a eu un projet qui avait été élaboré par la région et tout le monde était d'accord. Ce projet permettait justement financièrement aussi de développer le quartier autour de la gare et permettait ainsi au renouveau de Morières. C'est pas rien. Quand, y compris dans notre campagne électorale, vous et nous n'avons pas cessé de parler de rendre à Morières ses lettres de noblesse. Et là, c'était l'occasion. Et en quoi elle perd ses lettres de noblesse par rapport à notre projet ? C'est le renouveau du centre de Morières, c'est ça. Mais c'est dans la continuité. On est dans la continuité, monsieur. Si la région a financé, d'accord, c'est qu'on est bien dans la continuité du projet qui avait été... Non, vous parlez de financier, vous dites simplement on a reçu de l'argent de la oui, région. mais pourquoi ils ont donné cet argent, monsieur Gémeaux ? Parce que nous avons proposé, on n'a pas simplement proposé d'acheter cette ruine pour en faire un bureau de police et une pharmacie. On va réhabiliter tout le quartier. Tout le quartier va être réhabilité. On va faire ce que nous avons fait au Lotirama. On va le refaire tout le 11 novembre. Donc ça veut dire que ça sera rénové. Comme je le dis sur mon intervention, cette question pourrait être développée plus longuement. Il va falloir qu'on y réfléchisse un peu mieux par rapport à ce que je viens de dire. Je pense, monsieur Gémeaux, qu'à force de réfléchir, on ne fait pas, puisque c'est un vieux projet qui n'a jamais abouti. Donc là, on a fait des acquisitions. À partir de maintenant, le processus est enclenché, il est irréversible. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais voilà. Donc après, autre chose. Il me semble, toujours par rapport à la gare, il me semble important de vous signifier que l'ancienne municipalité a participé à la dénomination du parvis de la gare, l'esplanade de la gare Pierre-Sémard. Je vous demande, monsieur le maire, de protéger cette dénomination, compte tenu de tout ce qui peut se passer, en sachant que mes camarades et moi serons très attentifs pour que perdure la mémoire de Pierre-Sémard à Morières. Et il serait judicieux d'élargir ce monument à la mémoire de cet éminemment résistant. Donc je vous demande, surtout qu'on nous a permis d'avoir juste de poser une fleur, mais il n'y a rien d'autre. Sauf qu'il y a le nom de l'esplanade de la gare. Je le sais, monsieur Gémeaux, et je suis vos diverses commémorations chaque fois que vous les célébrez. Donc je suis tout à fait sensible à ça.
et tout ce qui peut être des gens qui se sont battus, voire ont laissé leur vie pour la patrie, ben, j'abonde dans ce sens, et peu importe leur couleur. Et si je suis clair avec vous. Très clair. D'accord? Voilà. Je ne vois pas pourquoi ça ne s'appellerait pas Pierre Sémar. Voilà. J'ai même habité, moi, à Saint-Girons dans l'Ariège, une rue qui s'appelait Pierre Sémar. Vous voyez? Et je suis resté 8 mois, j'étais bien content. Et il y avait la plaque. Voilà. Je vais essayer de retrouver dans les archives, j'avais 15 ans et demi, mais je vais essayer de retrouver ce truc-là, et vous verrez que j'ai assisté à une commémoration. Très bien, bon. D'autres observations? Madame Favre, vous voulez rajouter? Je voudrais préciser que désaffectation et déclassement, c'est une procédure qui précède la cession. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas céder. Donc aujourd'hui, on ne vote pas pour la cession, on vote simplement pour la désaffectation. Donc c'est simplement une procédure... c'est ce que je vous disais. On ne vous demande pas de tout accepter. C'est simplement cette parcelle, si vous voulez, est détachée et elle restera publique, complètement publique. C'est ça, il faut la dissocier. On est obligé de faire ça. Avant de pouvoir, si vous voulez, vendre des parcelles aux professionnels de santé, il faut bien circonscrire, donc il faut absolument sortir cette partie de là qui reste propriété de la ville pour le domaine public, si ça peut vous rassurer, quoi, hein. On ne vous demande pas d'approuver la cession pour faire, je ne sais pas, une pharmacie ou un centre médical. C'est simplement, on sort ça de là et on le garde. Voilà, et on l'aménagera comme parking. Très bien. Bon, donc, des abstentions? 6 abstentions. Adopté, merci. La délib 62, M. Jousselin, on va accélérer un petit peu. Aujourd'hui, on est plus long que d'habitude. Oui, donc on va encore parler de désaffectation et de déclassement, je suis désolé, d'une parcelle cadastrée section AE numéro 440 en vue d'une cession à la SCCV Morière-Monnet. Donc il est récemment apparu que l'opération immobilière Les Pierres Blanches, située avenue Jean Monnet, ne bénéficiait pas assez de places de parking de stationnement visiteurs. La commune propose donc de céder une emprise publique qui permettrait de matérialiser les places visiteurs. En pratique, cela ne change rien pour les résidents et la clientèle des commerces mitoyens. Le nombre de places publiques ou privées ouvertes au public n'étant pas modifié. À l'issue, un protocole transactionnel sera proposé à la SCCV Morière-Monnet afin de céder cette emprise. Des questions? Donc là, effectivement, il ne s'agit pas d'un déclassement, il s'agit d'un déclassement pour une cession. Donc, après la cession du terrain près de la bibliothèque Takaya, la future cession du terrain près de la gare, vous nous demandez notre accord pour céder 913 mètres carrés de terrain proche de l'avenue Jean Monnet. Donc là, par contre, il y a bien une cession avec un prix. Donc vous nous demandez de prendre une décision sans connaître le prix de cession de cette parcelle. Une estimation sera réalisée par France Domaine. Une décision se prend quand on maîtrise les données. Il faudrait commencer par estimer le prix de cession, ou du moins avoir une idée, et on pourra effectivement décider. Vous dites qu'elle se fera par la suite. Très bien. Une estimation du prix de cession sera faite par France Domaine. Vous avez peut-être déjà une idée de ce prix. Et en plus, on vous demande si vous pouvez nous communiquer le prix qui sera déduit de la pénalité de la loi SRU, puisque vous indiquez que le reliquat du prix pourra être déduit des pénalités SRU. Quel est le montant des pénalités SRU? Environ 50 000. Ok. Environ 50 000. En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit, ça a été réalisé sous l'ancienne municipalité et normalement l'aménageur aurait dû, lui, payer, quand vous rentrez là, c'est toute la partie gauche où il y a des voitures qui se gardent un petit peu n'importe comment, là. Ils auraient dû nous le payer. Nous les avons contraints à réaliser ce qu'ils n'avaient pas fait, à savoir un certain nombre d'arbres, le local à carton et tout un tas de choses qu'ils n'avaient pas réalisées.
La discussion a été très dure et puis ils ne voulaient rien savoir, donc on a appliqué une pénalité qui fait 25 000 €, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, qu'ils contestent, mais nous avons trouvé un accord. Je passe sous le contrôle du DGS, mais je pense que ça doit être à quelque chose près, ça. Nous avons décidé de leur céder ce tronçon-là, ce terrain-là, pour emménager des parkings pour la copropriété, pour tous les bâtiments qui sont là. Aujourd'hui, ça sert à des vendeurs de voitures, à des garages d'à côté, ils stockent leurs voitures là, mais ils n'appartiennent pas à la copropriété. Pourquoi? Parce qu'il y a pour un logement un emplacement de voiture, et donc on se gare comme on peut, et voilà, c'est vraiment le désordre. Ils vont donc le récupérer. La contrepartie, c'est qu'ils vont faire tous les aménagements qu'ils n'avaient pas fait. C'est un deal, je pense, honnête. Et en plus, nous sommes gagnants puisque cette partie-là nous fait baisser la pénalité SRU. Je pense que c'est gagnant-gagnant et tout le monde va s'y retrouver, y compris les résidents de ces bâtiments-là. C'est peut-être 55 000, c'est peut-être 53 485,28, mais en fait, c'est de cet ordre-là. C'est pour ça qu'affiné aujourd'hui, vous pourrez vous le donner. Mais en fait, c'est un échange. On cède cette partie-là. Ils l'aménagent en parking, traçable, etc. Ils plantent la cinquantaine d'arbres qu'ils doivent planter et ils entretiennent tout ça correctement. Et nous, pouf, on fait baisser la pénalité. Voilà, qui avait déjà été baissée de 12 000 €. Elle sera rebaissée encore. C'est un avantage finalement pour nous et une bonne action pour les résidents. Ok, merci, c'est plus clair. Voilà. Et puis, juste pour préciser, si nous n'avions pas trouvé un semblant d'accord, c'est le cas de le dire, dans 6 ans, on y sera encore. C'est ça. En fait, ça traînait en longueur. On allait à un procès. Ça bloquait tout le système. Je pense que la transaction est bonne. On est en passe de l'acter. C'est pour ça que c'est sous la surveillance du DGS et on va affiner. Mais dès qu'on aura les trucs, on vous les communiquera avant même. Mais la finalité, c'est ça, quoi. Et le but, c'est ça. Très bien. Des abstentions? 6. Monsieur Giamot? Oui? Ok. Abstention adoptée. Très bien. Donc, on va passer la délibération 63. Modification du tableau des effectifs. La commune souhaite recruter 2 policiers municipaux ayant le grade de gardien brigadier. Il est donc proposé de créer un poste de gardien brigadier au tableau des effectifs afin de pouvoir procéder à ces recrutements. Pour rappel, nous avons signé une convention de mutualisation avec la police municipale du Pontet qui est entrée en vigueur au mois de juin et qui s'avère très fructueuse. D'ailleurs, je suis surpris que vous n'ayez pas demandé à aucun moment les rapports d'activité. Ils sont édifiants. Édifiants. Je les tiens à votre disposition. Prenez rendez-vous parce qu'il y a de quoi lire, quoi, hein. Voilà, mais par contre, vous les lirez, mais je ne peux pas vous les céder. Et vous verrez que c'était une très très bonne opération pour la sécurité de nos concitoyens. Nous avons voté un plan de 3 ans visant à augmenter le nombre de caméras que nous sommes actuellement en train d'affiner. Ces recrutements sont donc le prolongement de nos premières mesures en vue de renforcer la sécurité à Morières. Des observations? Monsieur Giamot. J'interviens par rapport à l'ensemble des délibérations de la 0963 à la 0968. Je le prends globalement. Il y a 6 délibérations qui portent sur des recrutements. Lorsque l'on regarde ces textes, certains paraissent cohérents. Il y en a 2. Le poste de police et le poste de communication. Même si on est Monsieur Giamot, permettez que je vous coupe.
puisqu'on va les passer une après Non, mais l'autre, je pense que mais- intervenez sur chaque délibération, Non, à moins là, que vous vouliez faire J'essaie un... de le prendre globalement, D'accord. mais je ne suis pas loin. Hein. D'accord, d'accord. Je ne suis pas loin. Donc, même si on est en droit de s'interroger sur la coopération avec le Pontet par rapport au poste de police. Donc, je disais, il y en a deux qui sont cohérents. Par contre, les autres délibérations n'affichent pas la même stratégie cohérente. Elles ne parlent que d'hypothèses et de remplacement. Elles s'inscrivent dans un processus de précarité qui risque de tourner au clientélisme, alors que le service public a besoin de personnel bien en place, inscrit dans les procédures statutaires stables pour accueillir les Morérois et les Moréroises. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais comment vous... Non, non, c'est pas que ça ne me plaît pas, Monsieur Jameau. C'est que si vous auriez respecté l'ordre, je vais bien vous répondre globalement, ça sera plus facile pour moi. Mais j'aurais préféré pour pouvoir vous détailler, parce que dans une des délibérations, j'apporte la réponse à votre question. Alors, si vous le voulez bien, on va les prendre une par une. Concernant le recrutement des policiers, des observations? Alors oui, juste certains éléments d'information qui nous remontent, comme quoi il y aurait une forte tension au sein même des membres de la police municipale. Donc c'était effectivement pour vous en faire part, savoir ce qu'il en était. Et en ce qui concerne aussi la PM, donc actuellement sur le terrain, on a 7 agents, c'est ça, sur le terrain? C'est ça. On est bien d'accord. Donc on en a 5 vacants. C'est bien ce qui est marqué dans le tableau. Non, vous en avez 3 de vacants. Enfin, quand vous passez la délim, il faut enlever alors les 2 que vous recrutez. Ah oui, mais on renforce là, madame. Donc on va passer... non, donc vous augmentez les 7 en fait. C'est ça, Hein, on est d'accord. c'est ça. Donc là, on passe à 9. Là, on passe à 9, vous verrez dans une délibération, on va passer à 10. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les faire les uns après les autres. On est, au sujet de la tension, écoutez, vous l'avez connu et de façon forte avant notre arrivée, mais je pense que ça c'est vraiment confidentiel et c'est ni le lieu ni le jour de parler de ça. Conflit de personnel, ça arrive partout, dans les entreprises et dans les collectivités, même dans les EPCI, même à l'État, ça arrive, mais on n'en fait pas, on ne traite pas ça sur la place publique. Voilà. Donc pour celui-ci, on vous propose la création d'un poste de gardien brigadier de police. Et donc la modification du tableau des emplois à compter du 1er octobre. Abstention? Vous abstenez. Ok, 6 abstentions. Donc adopté. Délibération 64, création de 5 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Afin de renforcer certains services municipaux dans un premier temps et de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'une véritable expérience professionnelle, la municipalité souhaite recourir au recrutement de 5 agents dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, les PEC. Je rappelle que la signature de ces contrats de travail fait l'objet d'une convention d'objectifs entre la commune, l'employé et le prescripteur, en l'occurrence l'État. Il s'agit de contrats à durée déterminée, 12 mois, renouvelables une fois, soit une durée maximale de 2 ans. Je précise que l'État prend en charge 60% du salaire chargé, ce qui limite l'impact financier pour la commune. Les 5 PEC dont il est question dans la libération interviendront au sein des services techniques en remplacement, de la crèche en raison du prolongement d'une disponibilité et d'une mise en temps partiel, de la maison des jeunes, il s'agit de la transformation du service civique. Des observations? Oui, savoir ce que vous attendez au niveau, quel est le profil des candidats en fait.
que vous restez très large et vous voyez par rapport aux candidatures que vous allez recevoir, vous avez déjà précisé des profils particuliers. Oui, pour la crèche, c'est le service petite enfance. Pour la transformation du service civique, il faut que les gens aient un diplôme de social. Pour les services techniques, bon, je pense qu'on est toujours à court. Et puis, c'est vrai que dans ce service, il arrive souvent qu'il y ait des absences parce que les gens se blessent, parce que les gens se font mal, mais le service doit continuer. Vous savez, la tension que nous avons avec les services extérieurs, la taille des herbes, etc. À ce propos, on a été obligé d'avoir recours à des entreprises extérieures parce que d'une part, la SNCF ne faisait pas son boulot de tailler les buts, et de notre côté, parce que nous ne pouvons plus traiter chimiquement, et donc il faut y passer souvent. Et pour y passer souvent, parfois il faut recruter en période justement, comme c'est arrivé là, humide, où ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc ces personnes-là seront affectées, mais je vous les ai listées, hein, les services techniques, la crèche et la maison des jeunes. Je pense que les choses sont claires. Monsieur Fossitano veut rajouter quelque chose? D'ailleurs, on a recruté une jeune fille aujourd'hui. 21 ans, permis de conduire et qui est motivée. Dans quel service? Technique. Technique? Ouais. Ah, c'est bien. Pas sévère, voirie. Mixité, c'est très bien. Oui, c'est une jeune femme extrêmement, vous la verrez, c'est une jeune femme extrêmement dynamique et je suis ravi de voir que nous avons recruté parmi les policiers, c'est aussi une femme policière, donc nous aurons 2 femmes, ce qui est bien parce que dans les 2 équipes, comme ça, en passant, on aura dans chaque véhicule une femme, ça favorise les contrôles, notamment les palpations que ne peuvent pas faire les hommes. Et cette jeune femme qui voulait absolument aller au service technique parce qu'elle adore ça et elle aime bien ça et c'est son métier. Voilà, c'est une jeune dynamique, je suis ravi d'avoir ça. Je pense que ça va dynamiser les hommes de ce service-là. Et puis c'est agréable aussi. Voilà, puis ça met le pied à l'étrier à des jeunes qui rentrent dans la vie active, quoi, hein. Les entreprises font ça, je ne vois pas pourquoi les collectivités n'utilisent pas ça, surtout que nous avons des aides quand même qui sont conséquentes. Voilà. Vous me direz, je vais être un peu long, mais il y aura des formations, etc. Pour la jeune femme-là, non. Pour la policière, non plus, parce qu'elle vient de la nationale, donc ça sera vite fait. Et puis après, pour on appelle ça, la maison des jeunes, c'est diplômé aussi. Donc les gens sont tout de suite opérationnels. Des abstentions? Des contre? Madame Thévenin? Vous ne m'avez pas dit abstention, contre? Ok, d'accord, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et merci pour eux. Alors, nous étions... Délibération 65, recrutement d'un agent contractuel. Comme le précise la délibération, nous souhaitons renforcer le service communication de la collectivité, notamment lui confiant de nouvelles missions. Aujourd'hui, le service est doté de 2 agents à temps partiel. Devant la multiplication des missions, des manifestations, notamment soirées, les jours fériés et les week-ends, et dans une volonté de renforcer l'action municipale, le recrutement d'un nouvel agent s'avère nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'approuver la présente délibération. Des observations? Oui, juste savoir aujourd'hui, le service com est composé de quoi? De qui plutôt? Pardon. Bon, on ne peut pas nommer les personnes, mais c'est 2 personnes qui sont à mi-temps. Il y a déjà 2 personnes à mi-temps. Oui. Et là, vous recrutez une personne à temps plein. Absolument. Vous avez déjà quelqu'un de pressenti? Oui, qui est en cours de recrutement. D'accord. C'est un professionnel, je dois dire. Mais vu ce que vous demandez, oui, j'imagine.
j'imagine. Alors, pour votre information et complément, ce professionnel est aujourd'hui à son compte. Il a travaillé pour des grands groupes dans le commerce, on va dire, sans nommer de grandes enseignes. Et se rapprochant d'ici de la région, a vu l'annonce et était intéressé. Il correspond en tout point, il coche toutes les cases. C'est un monsieur qui maîtrise tous les logiciels de communication. Aujourd'hui, les deux personnes que nous avons ne peuvent pas être disponibles et ne faire que ça, puisque déjà une, on la partage entre deux services. Quant à l'autre personne, elle n'est pas à plein temps. Et puis, n'a pas l'aptitude pour manipuler certains logiciels. Pour vous expliquer aussi pourquoi ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, nous sous-traitons une grande partie de notre activité. Le Montréal Magazine et d'autres, les flyers, etc. Nous passons par un prestataire. Sachant que nous avons cette personne en interne, c'est quand même une réelle et non négligeable économie. Donc déjà, ça compense une partie du coût. Et après, nous aurons donc l'équipe que nous avons, plus cette personne-là. Voilà. Je ne peux pas vous donner plus de précision pour l'instant, mais c'est quelqu'un de complet dans la communication. Très bien. On passe au vote. Des abstentions. Contre. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération 66, création d'un poste d'adjoint d'animation. Jusqu'à présent, les adjoints d'animation, là je pense que M. Giamot, ça va répondre à une partie de votre question tout à l'heure. Les adjoints d'animation étaient rémunérés avec des contrats plutôt précaires et de courte durée. Afin d'avoir plus de stabilité, aussi bien pour les agents que pour les communes, il est proposé de recruter 5 adjoints d'animation à temps plein et un adjoint d'animation à 70% d'un temps plein pour une période d'1 an. Cette nouvelle organisation n'engendrera pas de modification des heures effectuées par les agents et le coût pour la collectivité devrait rester le même. C'est le périscolaire qui est concerné là. Ce qui veut dire que ces personnes qui font une fois 2 heures, une fois 3 heures, qui ne savent pas s'ils seront là demain, voire après-demain, c'est quand même une sérénité pour eux d'avoir un contrat sur lequel au moins se projeter sur une période d'une année, quoi. C'est rassurant pour nous parce qu'au moins ces personnes ne vont pas chercher ailleurs. Ils sont formés, ils nous connaissent, on les connaît et bien entendu on le fera avec des personnes qui ont prouvé leur utilité, leurs compétences et leur envie de travailler dans cette commune. Donc ça répond à une partie de votre question, plutôt que d'avoir 1 million de petits contrats, au moins des personnes qui pendant une année, ça ne veut pas dire qu'on ne le renouvellera pas, voire qu'ils seront stagiairisés, mais c'est déjà le pied à l'étrier, je pense. Je vais laisser parler M. de Valquenière, comme ça il ne me contrarie pas. Allez-y. On titularise des contractuels, d'accord, tout simplement. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que si on fait le total de tous les emplois précaires, bientôt, Morières, c'est que des emplois précaires qu'il y aura partout. Alors, je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça, c'est de partout que ça se fait. Mais je pense que là, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème que peut-être qu'il va falloir qu'on y réfléchisse et qu'on le fasse différemment. Cette façon-là, déjà, permet de déterminer si des personnes sont recrutables et titularisées. Parce que c'est déjà des contrats d'1 an. Moi, je veux mettre un terme à des personnes qui se retrouvent avec 52, 53, pourquoi pas 80 contrats, quoi. Ça, je pense que c'est abuser des gens, quoi, de les avoir taillables et corvéables à merci. Alors, je pense quand même que j'ai pratiqué ça déjà dans le privé, quoi, hein. Il n'y a aucune raison que ça ne se pratique pas ici. Surtout que pour certains, vous avez même des aides dans certains cas. Et au moins, les gens se
peuvent se projeter, ce qui n'est pas le cas avec une majorité de gens qui travaillent dans le périscolaire aujourd'hui et qui ont souffert, parce qu'entre la pandémie, enfin je ne vais pas détailler tout là, c'était vraiment une situation que beaucoup ont vécue tristement quoi, et péniblement. Voilà, je pense que cette fois-ci, je vous rassure. Oui, Madame Thévenin ? Oui, cette idée de titulariser des personnes qui sont en situation précaire, je pense que c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que certains enfants, dans le périscolaire, sont obligés de rester jusqu'à 6h moins le quart. Et un gamin qui arrive à 7h30, l'obliger à rester 6h moins le quart, que les parents à 5h ou 5h30 ne peuvent pas récupérer les enfants, des petits CP qui attaquent le CP, qui ont 6 ans, c'est difficile. Donc, est-ce que vous pourriez réfléchir à ce qu'au moins des CP puissent ne pas être obligés de rester à la garderie jusqu'à 6h moins le quart? Vous imaginez un petit de 6 ans qui était à la maternelle. J'entends bien, Madame Thévenin. Éric de Valconer va vous répondre, mais bon, c'est hors sujet quand même ça. Alors, je vais me permettre de répondre très brièvement, sans dévoiler quoi que ce soit. Il va y avoir des modifications de fait, certainement. D'accord. J'ai rendez-vous avec les fédérations de parents d'élèves jeudi soir, à 18h. D'accord. Et il y aura des petites modifications à la marge. Voilà. Mais il faut savoir quand même qu'on apporte une aide aux devoirs de qualité. Et qui dit aide aux devoirs de qualité, quand les enseignants vous disent bien que les enfants ont entre 10 et 20 minutes de devoirs par jour, sans être dérangés avec le protocole sanitaire, c'est très compliqué. Très bien. Allez, on passe au vote. Des abstentions? Des contre? Unanimité? Je vous remercie. Délibération 67. Recrutement d'un agent contractuel sur des emplois non permanents. Il s'agit là de recruter des agents pour une période de 6 mois, afin d'apporter un renfort ponctuel aux services municipaux. Ces recrutements portent principalement sur les agents d'entretien, où nous rencontrons un fort turnover, en raison principalement de la nature des contrats. Il faut donc procéder régulièrement à des recrutements en urgence, mais au total, le volume d'heures effectuées sur une année demeure sensiblement le même, à peu près le même que tout à l'heure d'ailleurs. Il en va de même pour les 2 postes d'adjoint d'animation et d'adjoint administratif. Afin de pouvoir recruter ponctuellement si le besoin s'en fait sentir, c'est souvent le cas sur le périscolaire, avec des effectifs qui varient en permanence. Enfin, 4 adjoints techniques avec CAP petite enfance correspondant à des agents qui effectuent des remplacements au sein de la crèche. Ils étaient auparavant recrutés par le CCAS et aujourd'hui par la commune en raison de la municipalisation. Voilà, ce sont des contrats de quelques heures. Hein. Des observations? Non. Oui, déjà 16 postes d'adjoint technique, c'est quand même énorme, même si je sais que ce n'est pas des recrutements obligatoires, hein, puisque vous les faites voilà, s'il y a des besoins. C'est bien de le préciser parce que c'est surtout ça. Ça évite chaque fois et de redélibérer et de rajouter. En gros, ça sera, je pense, 3 et 2 au cas où. Non, vous avez quand même prévu un nombre assez conséquent, parce que si je regarde la période, soit vraiment vous pensez que vous avez vos agents techniques qui vont être absents énormément, et j'ose l'espérer que ça ne sera pas le cas, soit je pense que vous avez un petit peu gonflé le nombre quand même. Vous savez, les agents d'entretien, c'est les femmes de ménage, généralement, c'est pas réjouissant comme métier, et je comprends qu'elles trouvent mieux ailleurs et qu'elles partent. Et c'est tout le temps, même des fois pendant juste quelques temps, parce qu'elles ont trouvé un petit job à côté qui est plus rémunérateur, et elles reviennent après, on les reprend, surtout si on est content d'eux. Mais il faut quand même prévoir de pouvoir recourir très rapidement au recrutement, c'est principalement ça. Je l'entends parfaitement. Ça ne veut pas dire que demain, on va en faire entrer 5. Quoi, hein. Je suis complètement d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas, comme vous avez fait là juste avant pour les adjoints d'animation, des contrats sur 1 an, même pour les agents d'entretien? Mais parce que, par définition, ces gens
ne restent pas. Il y a un turnover mais incroyable là-dedans. Et les embauchés, certains, c'est des petits jobs complémentaires. Ils ont une autre activité, ils viennent là faire leurs 2 heures, 2 heures et demie, principalement en soirée. Je prends le cas ceux qui font les bureaux et des choses comme ça, ou qui vont nettoyer tôt le matin le centre de vaccination pour certains. Des écoles aussi, quand on doit fermer une école, il y a les cas contacts qui se multiplient parfois. Rapidement, vous avez 2, 3, 4 personnes qui ne viennent pas. Il faut avoir cette souplesse. Elle est indispensable. Et les gens ne sont pas intéressés pour être recrutés. Ça serait fait. Chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a fait. D'ailleurs, dans une délibération précédente, on avait déjà fait comme ça pour des administratifs qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient. Ben, on va les recruter, puisque de toute façon, il nous faut quelqu'un à ce poste-là. C'est ça, c'est simplement une souplesse. Oui, je l'entends, mais je suis persuadée qu'il serait possible de faire autrement. Voilà. Peut-être dans d'autres services, mais là, il ne nous a pas paru vraiment utile de le faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Juste en synthèse, ce qu'on peut dire par rapport à tous les recrutements que vous nous annoncez, de manière globale, sur cette année, vous augmentez la masse salariale de 10% pour la commune. Et donc, ça veut dire que la quote-part, ce que vous disiez, Madame Thévenin, la quote-part du budget de la commune qui servira pour les investissements de la commune se réduit à 30%. C'est juste un constat. La masse salariale augmente de 10%. Je ne crois pas qu'elle augmente de 10%, non. Non. Compte tenu, déjà, si on parle pour les PEC, avec les avantages que nous avons, on ne peut pas dire ça, 60%. On ne peut pas dire que c'est 5 personnes plein temps, équivalent plein temps, qui viennent. Déjà, d'une part. Après, pour les autres, ce sont des contrats de simplement quelques heures. Les seuls recrues sont les policiers et le communicant. Ce sont les seuls qui sont en plein temps. Bon, on va avancer parce qu'il reste encore... Oui, non, juste, je reprends le tableau, effectivement, page 14. Il est bien indiqué que les charges de personnel passent de 4,9 millions à 5,4 millions, 10%. On vous a expliqué pourquoi. Je fais juste un constat. C'est 200 000, enfin 195 000 et quelques. Je fais juste un constat. D'accord, très bien, très bien. Bon, donc là, on passe au vote. Des abstentions? Contre? Unanimité, je vous remercie. Délibération 68, modification de la délibération du 23 mars. Alors, en ce qui concerne cette délibération, nous avons omis de préciser lors du conseil municipal du 23 mars l'échelle de rémunération de la personne qui a été recrutée au sein de la restauration scolaire. Nous précisons donc que l'agent est rémunéré au 9e échelon de l'échelle C3. C'était un oubli de rédaction. Donc, juste une question, l'agent est déjà recruté? Oui. Donc là, vous allez... nous avions délibéré pour son recrutement. Hein. Oui, non, mais c'est pas un souci, ça reste... Nous n'avions pas précisé simplement ça. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il était payé à quel échelon alors? À cet échelon-là. Il était recruté à cet échelon-là. Vous n'aviez pas délibéré sur le 9e échelon? Non, nous n'avions pas précisé à quel échelon il était recruté. C'est une omission de notre part que la légalité nous a demandé de rectifier. Et voilà. On peut vous demander la qualification qui justifie le paiement au 9e échelon? Non. Non. Bon, ok, merci. Très bien. Abstention, c'est une simple formalité. Hein. Contre? Non, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 69, recensement de la population, recrutement d'agents recenseurs, rémunération. Monsieur de Valkener. Merci, monsieur le maire. Cette délibération avait été passée l'an dernier pour le recensement qui a été annulé début 2021. Donc c'est exactement la même. Si vous voulez, je vous la représente, mais voilà, c'est exactement la même. Je vous laisse, monsieur le maire. Voilà. Des abstentions, des contre? Non.
Unanimité, je vous remercie. Je voudrais juste rajouter, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour faire le recrutement, d'accord, bien volontiers, on les acceptera. On communiquera sur les... Vous connaissez la moyens difficulté. de la ville. Merci. Ensuite, délibération 70, concours photo Noël chez vous, mise en place du règlement de concours. Madame Castrignano. Bonsoir. Délibération numéro 70, à l'image du concours que nous avions organisé au printemps dernier et qui avait d'ailleurs rencontré un vif succès, nous proposons un concours photo sur le thème de Noël. Vous avez pu lire le règlement du concours en annexe des délibérations. Nous espérons vivement que les Montréliérois joueront le jeu comme ils l'ont fait pour notre premier concours. C'est une initiative conviviale qui permet aussi de donner un petit coup de pouce à nos commerces. Donc nous vous demandons d'approuver ce règlement afin de pouvoir préparer les dotations qui seront remises aux lauréats du concours. Des questions ? Délibération 70, attribution de 8 aides financières pour les pays. 71. Délibération 71, subvention à l'achat de vélos électriques. Depuis le dernier conseil municipal, nous avons reçu 8 nouvelles demandes. Nous vous proposons donc de les valider afin que ces personnes puissent bénéficier de la subvention municipale. Cette initiative rencontre un franc succès et comme vous avez pu le lire dans la décision modificative, le budget a été augmenté de 1 000 €, soit 50%, afin de répondre favorablement aux nouvelles demandes. Voilà. Je suis très étonnée qu'on puisse mettre le nom des personnes et les coordonnées avec tout ce qui est protection des données personnelles sur une délibération. Je pense que ça mériterait que vous fassiez une vérification là-dessus. Je vous signale que les personnes l'acceptent quand elles perçoivent. Donc c'est pas... C'est pas arbitraire. Hein. Logiquement, ça se remet même officiellement, à part qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait d'habitude. On regroupe ce genre de choses-là, par exemple à l'occasion des vœux du maire ou quelque chose comme ça. On nomme les personnes, on les fait monter sur la tribune et on leur remet le chèque ou la prestation, quoi, ou le prix. Mais là, c'est pas possible. Mais ce sont les bénéficiaires. Non, c'est pas. Il n'y a pas de contre-indication. Très bien, donc unanimité là aussi. C'est parfait, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée.